Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 295e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter le main event de ce week-end, UFC 309, Madison Square Garden. Jon Jones, le champion des lourds et légende de l'UFC, remet son titre en jeu contre Stipe Miocic. Et on va se demander si Jon Jones est vraiment le GOAT. Avec moi cette semaine pour répondre à cette question, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pieds-points et de boxe anglaise. Sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur pour RMC Sport, notamment des One Friday Fights. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super. Bon bah déjà 295e épisode, on est plus très loin du 300e. Exactement. On fait un épisode dans la sphère ou comment ça va se passer? On verra. Il faut produire quelque chose d'intéressant. Max, si tu nous écoutes. Tu sais que c'est un beau clin d'œil, le 295, c'est là où devait y avoir Jones Miocic l'année dernière. Bah donc voilà, tu vois, la boucle est bouclée. Mais sinon ça va, prêt pour ça, tout le monde est prêt, tout le monde nous attend. Je crois qu'il était un peu attendu cet épisode-là. Bon, Il y a pas mal de nos auditeurs qui savent un peu ce qu'on pense de Jon Jones. Yes. On va répondre à cette question. Jon Bones Jones est-il le GOAT? Plus de 600 jours qu'on attend de le revoir dans l'octogone et on va pas se mentir, on l'espérait face à quelqu'un d'autre. Champion des lourds de l'UFC depuis sa victoire expéditive sur Cyril Gane en mars 2023, Jon Jones remet sa ceinture en jeu ce week-end dans le combat principal de l'UFC 309 avec pour cadre le célèbre Madison Square Garden de New York. L'adversaire en face, l'ancien champion Stipe Miocic, considéré pas beaucoup comme le plus grand lourd de l'histoire de la plus grande organisation de MMA. Un choc qui en aurait fait saliver plus d'un en 2017, mais qui sonne un peu creux en 2024, surtout avec le champion intérimaire Tom Aspinall qui attend dans l'ombre. Légende de la discipline mais personnage sulfureux, Bones va peut-être monter dans la cage pour la dernière fois de sa carrière. L'occasion de se poser la question, est-il vraiment le GOAT, le plus grand de tous les temps? Le RMC Fighter Club livre sa réponse, qui ne va pas plaire à tout le monde. Who is your enemy GOAT? I want to say Jon Jones. Jones to the body. And it is all over. Jon Jones is the youngest champion in UFC history. Moi j'aime beaucoup Jon Jones. Jon Jones. Drops down, Jones controls him, underhooked by Ryan Bader on the left side, and that's what he's going to try to use to stand back up with. Oh, he got it! It's all over. Jon Jones chokes out Ryan Bader. Wow. Qui a battu Jon Jones? Personne. It is all over. It is all over. Wow. Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion. Ça c'est pas bon. Faut travailler sur la saisie. Jones. Travailler sur la saisie des mains, Cyril. Voilà, regardez la position de Jones, il est quasiment en montée. Voilà, il faut penser à ça, à dégager ses jambes, surtout, Cyril. et il faut. Et il a tapé. Il a fait taper en 2 secondes. C'est pas vrai. Jon Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter fucking ever. Period. End of story. Et merci à Max Abonnin pour cette prod qui terminait Baba. C'est moi qui ai sélectionné le petit sonore. Exactement. Avec la phrase de Dana White. Il n'y a pas de débat. Jon Jones, c'est l'absolu GOAT. Ah bon Dana? Eh ben il va y avoir un débat pendant quelques dizaines de minutes au RMC Fighter Club. Instant promo rapide Baba, si vous voulez en savoir aussi un peu plus sur Jon Jones, puisqu'il y a un portrait de lui dedans. N'oubliez pas le film MMA, le film sur l'histoire du MMA des équipes de RMC Sport. C'est sur le YouTube RMC Sport Combat. Baba, main event UFC 309, je le disais ce week-end au Madison Square Garden, la célèbre carte annuelle au Madison Square Garden depuis 2016 pour l'UFC. Ce sera bien sûr à retrouver sur RMC Sport 1. Le meilleur poids lourd de l'histoire de l'UFC, Stipe Miocic contre le GOAT pour certains, donc le plus grand de tous les temps, Jon Jones. C'est les deux seuls à avoir battu Daniel Cormier. J'ai trouvé ça en point positif, Baba. J'ai trouvé ça en point positif. Bien. C'est le seul. J'ai revu le combat de Miocic contre Cormier en plus. Ce qui serait d'ailleurs marrant, c'est un truc de ACD MMA, un compte très humoristique sur le MMA. Ce serait tellement marrant que Cormier interviewe Jon Jones si Jones bat Miocic et qu'il le branche sur Aspinall. Ce serait... on pourrait faire un petit truc. Quoi. Bon, j'ai vu qu'ils s'étaient parlé un petit peu avant le combat contre Gane, donc bon, on va dire qu'ils sont pas potes, mais en tout cas, ils sont plus en conflit. Les relations devraient être normalisées. Mais c'est vrai que pour le clin d'œil, ce serait quand même marrant. Bon, Baba, on a déjà parlé de ce combat-là. On va en l'évoquer un petit peu avant de rentrer dans notre débat sur Jon Jones, est-il le GOAT? Je disais dans l'intro, c'est un combat qu'on aurait adoré en 2017, tout simplement. Il vient bien trop tard. C'est deux immenses noms de l'UFC, il n'y a pas de souci. C'est un choc en soi sur le name value, comme on dit. Mais c'est bien trop tard, Baba, pour nous plaire. Ouais, c'est beaucoup trop tard. Si on voulait faire une presque mauvaise comparaison, il y a beaucoup de gens qui étaient très tristes de voir le choc entre Mayweather et Pacquiao arriver aussi tard. C'est la même chose. C'est un combat qu'on voulait tous voir il y a 6-7 ans.
presque 10 ans même. On était tous très impatients de voir ça. On voulait tous que Jones monte en poids lourd. Et puis il y a eu 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans qui ont passé, et tout ce qui s'est passé derrière. Et là, le combat est là, donc on va le regarder et on y reviendra en détail. Mais oui, ça arrive trop tard. Factuellement, c'est beaucoup trop tard. Dana White y tient, il y tenait depuis, ça fait, je l'avais dit, il était prévu en novembre dernier, puis blessure de John Jones, donc reporté d'1 an. Il y tient, il arrête pas de dire, mais tout le monde préférerait ça à Aspinall. Miocic, je l'ai vu cette semaine en interview dire, les gens préféreront ça à voir Aspinall. Baba, on le répète souvent ici, il y a 70% des fans de l'UFC qui sont arrivés au moment du Covid. Depuis le Covid en tout cas. Miocic, depuis, il a combattu qu'une fois. Il a combattu en mars 2021 contre Francis, le KO de Francis pour devenir champion. Il surestime les mecs, en fait, tu vois, le star power de Miocic dans l'UFC actuel, en 2024, tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Miocic, en fait, c'est personne pour beaucoup de gens. Malheureusement d'ailleurs, parce que c'est un super combattant, mais pour beaucoup de gens, c'est personne. On le voit. Les discussions, elles ne portent pas du tout autour de Miocic. Toutes les discussions, elles tournent autour de Jones, du retour de Jones, de ce que va faire Jones, de ce que compte faire Jones derrière. Il n'y a que les anciens, entre guillemets, comme nous, qui parlent de Miocic. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Beaucoup de fans qui l'ont pas vu dans son prime ou même en sortie de prime et quand moi j'ai eu pas mal de messages en me demandant, mais j'ai été regarder les combats derrière, quand les gens ils disent que c'est le plus grand poids lourd de l'histoire, Miocic, pourquoi ils disent ça? Et je suis d'accord avec eux. Parce qu'il a 3 défenses de titre et que personne ne l'a jamais fait. C'est quelque chose que moi déjà je voulais revenir là-dessus, sur le fait que pour moi, non, c'est pas le plus grand poids lourd de l'histoire. Moi, je suis assez d'accord. Non, c'est quelque chose qu'on nous enfonce dans la gorge là depuis je sais pas combien de temps. Alors, puisqu'on parle que de l'UFC quand ils disent ça, parce qu'ils disent toujours bien UFC, parce qu'ils savent qu'il y a Fedor derrière dans l'ombre quand même. Hein. Moi, je mets Velasquez devant. Il y a Ken Velasquez, il y a Randy Couture qui a un argument pour être devant aussi. Enfin, il y a, je sais pas, pour moi, c'est pas aussi clair que ça. Déjà. Sur le combattant que c'est, Velasquez, tu vois, je le mets au-dessus de Miocic, même si c'est un super combattant, on va y venir vite fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses que tu veux pas aimer dans ce combattant-là, parce que ce soit dans la cage ou en dehors, c'est vraiment ce que tu voudrais avoir comme combattant. Mais ceci dit, pour moi, voilà, c'est pas le plus grand poids lourd de l'UFC. C'est une déception de ne pas l'avoir eu en 2016-2017, comme je disais, quand Miocic est champion des lourds, que Jones sort de Cormier 2, donc il est, tu vois, au maximum, je pense, de ce qu'il était fort en light heavyweight. C'est une déception, en fait, de jamais l'avoir eu. Enfin, de l'avoir beaucoup trop tard. C'est tellement une déception de ne pas avoir eu ce combat-là assez tôt, et en règle générale, ce qui s'est passé dans la carrière de Jones à partir de ce moment-là, c'est beaucoup pour ça. La plupart des critiques autour de Jones, une bonne partie des critiques autour de Jones, elles naissent dans la déception. Elles naissent dans la déception de ne pas avoir eu ce combat-là, de ne pas avoir eu la montée en poids lourd avant, de ne pas avoir eu certains combats pendant qu'il restait encore quelque chose de son prime. Parce que Jones, dans son prime, c'est un combattant extraordinaire. Et donc, c'est beaucoup de déception, oui. Parce qu'en plus, on le dit souvent, c'est un truc qu'il faut rappeler. Jones, il parle de sa montée en lourd depuis 2012. La première déclat sur une possible montée en lourd, c'est 2012. Et à ce moment-là, sa déclat, c'est genre, dans 1 an ou 2, on y viendra. Donc il y a eu beaucoup de temps, et tu vois, de dire ok, mais vous, ce que vous êtes en train de dire, il pouvait pas le faire. Il aurait pu la préparer, sa montée en lourd. Il en parlait depuis longtemps. Donc c'est qu'il y a, et on sait aussi qu'il a pas combattu entre 2020 et 2023. Il y avait pas de graves blessures. Il y avait juste un champion qui s'appelait Francis Ngannou. Donc il y a eu des choix de carrière aussi de Jones qui font qu'on n'a pas eu ces combats-là au moment où on devait les avoir. D'ailleurs, je disais Miocic, pour les 70% de fans depuis le Covid, il a combattu qu'une fois contre Francis. Mais Jones aussi, il a combattu qu'une fois en fait. Une seule fois. Et oui, puisque avant c'est Reyes et c'est en février 2020, donc avant Covid. Donc pareil, les nouveaux fans finalement, ils voient Jones comme le nom qu'il est. Mais leur seule data qu'ils ont, c'est 2 minutes contre Cyril Gane. Ouais, si tu parles que de data. Après, c'est quand même, ça parle quand même de l'aura du gars. Ouais, c'est ça. Ils savent qui il est. Voilà, ils savent qui il est. Il a laissé son empreinte et il y a suffisamment de personnes aujourd'hui qui peuvent en parler pour leur faire comprendre qu'à l'époque, oui, c'était quelque chose. Ils arrivent à saisir ce truc-là. Mais il n'empêche que voilà, ça fait quand même longtemps qu'on l'a pas réellement vu combattre. Et contre Cyril, on l'a vu 2 minutes, quoi. Les 2 petits chiffres qui te disent pourquoi ce combat arrive bien trop tard, Baba, et pourquoi c'est une hérésie même aujourd'hui. On va passer sur qui il aurait dû affronter rapidement avant notre discussion GOAT. 623 jours. C'est l'écart entre la prise de titre contre Cyril Gane et ce combat contre Stipe Miocic. C'est le record. Il n'y a jamais eu plus grand écart entre un moment où tu gagnes un combat pour le titre et le moment d'après où tu le défends. C'était Ken Velasquez avec 602. On a Dominique Cruz qui a fait plus longtemps en étant champion sans défendre, mais il n'a pas défendu après. Il a rendu sa ceinture vacante. Donc pendant tout ce temps-là, Renan Barao était champion intérimaire. Exactement. Et il défendait en plus. Comme Léa Spinal qui défend aussi en ce moment. Mais en tout cas, il n'a pas redéfendu après. Donc le record, c'était Velasquez 602, battu par John Jones. 1330 jours. C'est un record signé par Miocic pour ce combat-là aussi. C'est le record de la différence, le timing entre la dernière fois que tu as combattu
et une chance pour le titre. Wow, ouais. 1330 jours entre ton dernier combat et une chance pour le titre. C'est une dinguerie, Baba. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la limite que t'es un des deux, je veux bien. Mais les deux cumulés ensemble, là, c'est énorme. C'est fou. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Et c'est beaucoup trop, tout simplement. Je vais pas débattre. Tu vois, quand ça va des deux côtés, en fait. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et voilà, il aurait dû se passer autre chose avant. Et d'ailleurs, dans toutes les petits packages vidéo qu'on voit de l'UFC, t'as que des images à l'ancienne, quoi. C'est trop marrant. Mais Miocic, ils ont aucune image en short Venom. Ouais, il est que en Reebok. On m'a fait remarquer ça et ça m'a fait rigoler. Souvent, moi, je l'ai relayé. T'as des images dans la cage derrière lui. T'as des pubs pour UFC 2, le jeu vidéo. On est à l'UFC 5. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc. T'as l'impression que tu les sors de la naphtaline, quoi. Ça aurait été aussi intéressant de regarder le nombre de combattants qui n'étaient même pas encore à l'UFC qui sont aujourd'hui champions. Ouais. Je crois que Miocic n'a battu personne dans les classés aujourd'hui à l'UFC. Il y en a quand même pas mal. Je pense que des mecs comme Yato Puria, tout ça, ils sont champions aujourd'hui. Ils étaient même pas là au dernier combat de Stipe Miocic. Oui. Ça fait quand même très longtemps là. Ouais, non, là ça commence à vraiment dater. Le combat rapidement, Baba, on a très peu de data en fait. Ouais. C'est le problème. On a déjà Miocic, comme je le disais, on l'a pas vu depuis 3 ans et le KO de Francis. On n'a même pas vu d'image à l'entraînement. Miocic, c'est un délire. Ouais, c'est vrai qu'il a tout on n'a rien vu. Il a même pas une photo, rien. On n'a rien vu. Il y a les countdowns qui commencent à sortir, donc on va voir des choses, tu vois. Mais pendant 3 ans, là, comme s'il n'existait pas. Il a plus de 40 ans quand même, Stipe. Donc comment il a travaillé, à quel point il était assidu, tu vois, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. On a très peu de data sur Jones en heavyweight. On a juste 2 minutes contre Cyril où il exploite une faille du jeu de Cyril qui en plus lui offre sur un plateau avec une erreur technique. On peut s'attendre à quoi ? On a zéro idée de ce qu'on va voir, Baba, c'est ça, dans la cage là. C'est ça, on peut spéculer beaucoup dans un sens comme dans l'autre. La vérité, c'est que on va découvrir ce week-end ce qu'ils ont encore à offrir ces deux combattants, surtout Miocic, parce que Jones, je pense quand même qu'il a encore quelque chose. Athlétiquement parlant, il y a encore quelque chose. C'est un athlète assez exceptionnel, même au-delà d'exceptionnel, très clairement. Donc ces gars-là. Leur prime, en tout cas, leur prime athlétique, il dure longtemps. Donc on sait qu'il va pouvoir proposer quelque chose athlétiquement. En plus, il est plus léger que sa montée en lot contre Cyril Gane. Maintenant, bien sûr que l'immense point d'interrogation, il est sur Stipe Miocic. Est-ce que c'est quel combattant c'est aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore un combattant qui peut s'entraîner ? On sait que c'est un combattant qui a un gros historique de blessures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis du temps, qu'il n'a pas fait tant de défenses de titre que ça. Il en a fait que 3 en fin de compte. Et ça a suffi pour qu'il soit catalogué comme le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC. Mais il y a eu beaucoup de blessures, donc déjà c'était compliqué quand il était entre guillemets dans son prime. Maintenant qu'il ne l'est plus du tout et que ça fait 4 ans qu'il n'a pas combattu, c'est gigantesque, 4 ans sans compétition. Voilà, moi je sais pas du tout à quoi m'attendre de Stipe Miocic. C'est aussi pour ça que je me demande vraiment pourquoi on a voulu absolument pousser pour ce combat. Tu sais que dire Miocic plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC par le nombre de défenses, comme tu dis, c'est aussi la preuve que l'UFC, chez les poids lourds, a jamais eu de patron dominant, a jamais eu un champion à long terme comme l'a été Fedor au Pride pendant presque 10 ans. Il leur manque ça en fait. Ils ont jamais eu ça. Chaque champion c'est assez vite écroulé. Ça a mis du temps avant qu'ils aient les meilleurs poids lourds. Ouais, c'est ça. Ça a mis beaucoup de temps. Et Miocic, je te le disais, alors un Miocic qui est au niveau de Stipe Miocic, comme on a connu à son meilleur niveau. Ce sera pas le cas. Enfin, c'est le Father Time, ça compte. Donc, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais c'était un sacré animal en poids lourd. Bien sûr. Déjà, il utilise son jab et il sait bien l'utiliser. Oui. Ce qui est déjà, chez les poids lourds, ça te place déjà au-dessus de la mêlée pour beaucoup, Baba. Oui. Il sait doubler des jabs et faire des combinaisons en sortie de ça. Il sait pivoter et créer des angles. En poids lourd, en MMA, on est sur un délire, Baba. En MMA tout court. Voilà, en poids lourd encore. Déjà en MMA tout court, mais en poids lourd, c'est un délire. Si t'as un Miocic qui a su se mettre au niveau, parce que beaucoup voient ce combat comme écrit d'avance, que Jones va gagner ce combat, quoi que, tu vois, c'est beaucoup le narratif qui tourne quand même. Et justement, est-ce qu'il prend un Spinal derrière, tout ça, qui est-ce qu'il prend derrière ? Est-ce que c'est si écrit d'avance que ça ? Si c'est un Miocic au niveau ? Non, si c'est un Miocic au niveau, c'est pas simple. Miocic, ça a toujours été un match-up difficile pour tout le monde, on l'a vu. Il l'a prouvé. Le plus d'adversité qu'il a eu, c'est avec DC. Mais en vrai, il se fait mettre KO dans le premier. Et dans le deuxième, il fait pas un combat intelligent. Non. Dans le deuxième combat contre DC, parce qu'il combat pas du tout à la bonne distance. Et puis dès qu'il comprend qu'il peut aller travailler au corps, entre autres, le combat ne dure pas longtemps derrière ça. Donc Miocic, c'est un combattant compétent, qui est doué dans tous les domaines, qui est complet. Qui sait créer un game plan, comme il avait fait contre Francis, par exemple. Qui est discipliné. Et oui, c'est important de parler de sa boxe, parce que ça a été en plus un boxeur qui a
qui a fait des compétitions pour le Golden Glove. Ouais, Donc c'est pas n'importe quoi aux States. Et on l'a vu direct, hein. Quand il arrive à l'UFC, ce type, faut être, je te dis, les pivots, les angles et tout, tu te dis, il sait faire des choses. Ok, on est sur autre chose. Voilà, et en plus c'est un lutteur aussi, donc c'est des choses qui sont très intéressantes. Maintenant voilà, le fait que DC il ait mis beaucoup en difficulté, les styles font les combats bien évidemment, et DC l'a mis en difficulté en étant extrêmement agressif à chaque fois qu'il l'a mis en difficulté, ça a été comme ça. Voilà, laisse penser que le challenge contre Jones c'est compliqué. D'ici Daniel Cormier, bien sûr, qu'on rappelle. Le challenge est de toute façon compliqué, ça c'est évident. S'il gagne, c'est ouf quand même. Parce que même par rapport au narratif de Dana White, l'absolu numéro 1 pound for pound, John Jones, s'il rentre dans une pièce avec n'importe qui, il en ressort vivant. Tout ce que, comme je le disais, beaucoup s'attendent à une victoire de Jones, c'est à savoir est-ce qu'il va prendre sa retraite, est-ce qu'il va aller faire Aspinal, est-ce qu'il va aller faire Pereira. Il te met un sacré boxon dans la fête, Miocic, s'il gagne. Ce serait marrant. Moi, il y aurait une forme de plaisir à voir ça, Baba. Ah non, mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable parce que oui, c'est clair que la machine promotionnelle, elle est 100%, 110% pour Jones. La machine médiatique, elle parle que de Jones. Donc c'est clair que ce serait une des plus grosses surprises de l'histoire du MMA si Miocic gagne. Je sais pas quelles sont les cotes de Paris, mais bon, celui qui a mis sa pièce sur Miocic et qui gagne, je pense qu'il va se remplir les poches. Ouais. Et la dernière là-dessus, on est en 2016 ou en 2017. Ça donne quoi ce combat ? Prime Miocic, Prime Jones. Je vais te dire un truc simple, je sais pas. Ouais. C'est pour ça que je voulais le voir en 2016. Ouais, grave. À l'époque, je sais pas. Le combat m'intriguait au plus haut point parce que Jones avait des avantages athlétiques qu'il avait moins s'il montait en lourd, même s'il en avait quand même, à mon sens, il en avait quand même. Ouais. Mais voilà, ils sont plus nullifiés entre guillemets par le fait qu'à l'époque, en 2016, en tout cas, il y avait plus de bons lutteurs en poids lourd. Il y avait des mecs qui savaient grappler, il y avait des mecs qui étaient capables de se relever, et il y avait des mecs qui étaient capables de poser des difficultés debout aussi à Jones. Donc surtout dans la boxe, on a vu que Gustafsson il avait eu du succès en boxant Jones, donc ça aurait été très intéressant à voir. Avec sa puissance en plus, ça aurait été très intéressant à voir. Et Miocic était tout sauf perdant pour le coup. C'était d'avance dans ce combat-là. Là où ça nous dérange aussi, Baba, et on l'a dit plusieurs fois ici, c'est qu'il y avait un mec que Jones doit affronter en fait. Ouais. Il y a un champion intérimaire depuis novembre dernier, depuis 1 an, il est champion intérimaire, notre ami Tom Aspinall, puisque le Jones Miocic à l'UFC 295 est annulé, l'UFC décide de faire Aspinall-Pavlovich pour une ceinture intérimaire. Tout de suite, disclaimer, tout de suite. C'est pas de notre faute, à nous, Baba, si l'UFC a mis une ceinture intérimaire. Ils se sont mis tout seuls dans cette situation-là. Il n'y avait pas de ceinture intérimaire. S'ils faisaient Pavlovich à Spinal au Garden, ça changeait pas grand-chose pour le public. Et s'ils disaient à Spinal, écoute, c'est pas encore la ceinture parce que c'est comme ça. Exactement, c'est comme ça. Qu'il fasse il aurait rien fait, on n'aurait pas gueulé plus que ça. Sauf que vous l'avez mis, la ceinture intérimaire. Et le principe d'un champion intérimaire, c'est qu'il doit affronter le champion. Donc là, Jones est maintenu et dit non, on continue, on fait Miocic, donc ça se fait. C'est très frustrant, Baba, de pas voir ça. Et là, dans les déclats d'avant-combat de Jones, quand même, il nous dit Aspinall n'a rien prouvé. Il y a une comparaison avec Johnny Walker qui est juste lunaire de dingue. C'est ce qui m'a fait rigoler. Il a battu que Pavlovich. Je rappelle que 2 combats avant d'être champion de l'UFC, monsieur John Jones, il affrontait Vladimir Matiuchenko. Ça n'avait pas prouvé grand-chose non plus. Et le combat d'avant, c'est Ryan Bader, le combat d'avant Shogun Rua. C'est pas le Bader qui est champion après au Bellator encore. Bader, il a beaucoup progressé après. Voilà, c'est pas le Bader Prime pour moi non plus. Donc, t'avais pas prouvé grand-chose non plus. Donc, il y a un moment, il faut quand même que l'ancien champion donne la chance aux petits jeunes qui montent. Sinon, c'est compliqué. C'est surtout ça n'a pas de sens de dire que qu'un challenger n'a encore rien prouvé. Il s'est hissé à la position de challenger, c'est ce qu'il a prouvé. Il a prouvé. Ça, le reste n'a pas de sens. Maintenant, c'est du shitposting, du shit-talking. Il parle parce qu'il faut parler et qu'il faut absolument, il faut mettre de côté. C'est ce que les gens comme nous peuvent lui dire. Il faut absolument qu'il l'éteigne. Il faut éteindre ça. Donc c'est ce que fait Dana White, c'est ce que fait John Jones en diminuant ce qu'a fait Thomas Aspinall pour pouvoir parler aux fans les plus bruyants qui sont du côté de Jones et répéter à l'envi ce narratif. Bon, faut pas lire grand chose là-dedans. Il dit un truc de vrai. Puisqu'il dit, moi je préférerais, si je reste à l'UFC, si je prends pas ma retraite, parce qu'il y a quand même la grosse possibilité qu'il pose les gants à New York ce week-end, si je prends pas ma retraite, je préférerais affronter Alex Pereira, donc le champion des moins de 93, déjà champion moins de 84, qui monterait chercher une 3e ceinture, ce qui n'a jamais été fait à l'UFC. Il a raison dans le fait, pour moi, que c'est un plus gros fight. C'est un plus gros money fight, c'est une plus grosse affiche aujourd'hui. Pereira est une superstar à travers le monde. C'est un combat qui vend plus, qui rapporte plus. Par contre, il dit aussi, c'est un combat plus important pour ma legacy. Non. Et là, je suis pas d'accord. J'ai partagé ça, tu l'as vu sur les réseaux, je suis archi pas d'accord. Éviter le champion intérimaire, qui est champion intérimaire depuis 1 an,
qui est le mec qui monte, le poids lourd moderne, complet, que tout le monde voit comme capable de régner pendant longtemps, Baba, pour moi, c'est une plus grosse tâche sur ton héritage, sur ta legacy, que de prendre Pereira. Qui sera vu comme en plus le mec qui a été champion de KT en dessous. Ouais. Donc si tu le bats, il y a presque une logique. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Baba ? Moi, je trouve que c'est une plus grosse tâche sur l'héritage. Alors, je vais... comment dire ma réponse, ça va être un peu assez nuancée, dans le sens où si je me mets à la place de ce que je constate aujourd'hui, du public et des gens sur Twitter, qui je crois que c'est une bonne... c'est un bon échantillon de ce qui se passe dans la tête des gens. J'ai eu beaucoup de discussions ces derniers jours aussi avec des gars par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'à leurs yeux, ça va pas ternir le legacy de Jones, le fait de faire ça. Voilà. Parce que moi, j'ai même vu des gens te répondre et me parler de Tapology. Leur argument, ça a été de dire, ouais, mais dans 10 ans, quand tu regardes la ligne sur Tapology, tu verras Alex Pereira, tu diras c'est un grand champion. Donc à partir de là... Ce qui peut s'entendre, de te couper, ce qui peut s'entendre sur Miocic. C'est-à-dire que dans 20 ans, quand on regardera, il y a des mecs qui, hors contexte ou qui seront fans de l'UFC depuis 10 ans, diront Jones, il a battu le mec qui avait le plus de défense chez les lourds, en fait. Ouais, mais ce que je veux répondre aux personnes qui réfléchissent comme ça, c'est que, s'il vous plaît, ne réduisez pas l'histoire du combat à des lignes sur Internet, sur Wikipédia, sur Tapa ou tout sur BoxRec ou autre. On s'en fout des lignes, en fait. Faut regarder les combats. Si tu regardes pas le combat, Roberto Duran, il a perdu contre Marvin Hagler. Ouais. Parce que, et puis, dans quelques jours, peut-être, et je vous invite à écouter notre épisode dessus pour le coup, peut-être que Jack Paul aura battu Mike Tyson sur une ligne officielle. Et donc, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on dit alors ? Tu vois, ouais, certes, il était vieux, mais il a quand même battu. En fait, faut pas. C'est pour ça que je veux bien entendre certains arguments par rapport à ça, par rapport au fait que pour vous, en tant que fan de Jones, etc., ça fera pas une si grande tâche que ça sur son legacy. Ça, c'est ta construction personnelle en tant que fan, je l'entends. Toi, tu l'entends différemment et moi aussi, parce qu'on a une construction différente en tant que fan. J'ai pas de problème avec ça. Mais me parler de lignes, non. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Maintenant, moi, c'est simple. Ma réponse, mais de toute façon, tu seras pas surpris qu'elle est similaire à la tienne. Une fois que j'ai évacué ce que je viens de dire, le legacy se construit sportivement et en dehors de la cage. D'accord ? Le truc avec Jones, c'est que ça a toujours été de dire, en dehors de la cage, kata. Grosse catastrophe. On est d'accord, on va y venir. C'est ce qui ternit sa legacy, justement. Par contre, à l'intérieur, une fois que la cage a l'air refermée, rien à dire. Ouais, rien à dire, son legacy s'est construit dedans. Et là, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, ça va dans le sens contraire. Ça va dans le sens contraire parce que tu as un combattant, un contender numéro 1, un challenger établi, fort, jeune, talentueux, puissant, complet dans tous les domaines. Le fantasme un peu du MMA moderne. Et oui, le fait, moi, de l'esquiver. Personnellement, quelqu'un qui est encore un petit peu sceptique sur certains aspects de son legacy, il prend Tana Spinal et il le bat. Je suis d'accord. Je me tais à tout jamais. En fait, c'est ça. À battre Miocic là, pour moi, ça t'apporte rien. À battre Miocic, tous ceux qui connaissent le MMA savent, 3 ans sans combat, plus de 40 ans, c'est pas le Miocic prime on dirait qu'on aurait voulu voir. De toute façon. Tu bats Spinal. Ah, moi, là, le Aspinal de maintenant, c'est réglé, Baba. On dit ce débat de GOAT, il est réglé. Parce que sur le nombre de générations que tu as tapé, le mec qui est censé régner pendant des années, c'est réglé. Donc, pour sa legacy, il n'y a que ce fight qui est important. C'est ce qu'on dit toujours, c'est que... Il n'y a que celui-là. C'est ce qui va faire la différence pour les classements supposés du GOAT et compagnie. C'est ta capacité justement à durer et à prendre des challengers de différentes générations. Tu vois, et c'est ça qui va être fort. C'est ce qui a manqué à certains combattants. C'est ce qui a manqué à Khabib. Il n'est pas resté suffisamment longtemps pour prendre un autre gars d'une génération d'après et se dire ok, putain, c'est un truc de fou, tu vois. José Aldo, pourquoi on le met aussi haut ? C'est parce qu'il dure dans le temps et qu'il arrive à battre des mecs qu'il n'est pas supposé battre, en tout cas selon les attentes des gens. Il n'est pas supposé encore être là et performer, José Aldo. Donc c'est ces mecs-là, c'est ça qui fait que pour moi, s'il restait et qu'il battait à Spinal, ouais, ce serait un truc de fou. En tout cas, c'est dans sa tête. Parce que là, on enregistre lundi matin cet épisode. La nuit dernière, allez voir ce qui s'est passé sur Twitter. Notre ami John Jones a répondu à des fans, comme il fait des fois d'habitude, en fin de nuit. Donc on ne sait pas dans quel état il est dans ces cas-là. Mais ça parle que de lui. Ça parle que d'Aspinal. Il n'y a pas de mention de Miocic, il n'y a pas de mention. Il répond que aux messages sur Aspinal. Toujours avec ce truc, il faut qu'il construise sa carrière. C'est pas encore le moment. Ça apporte rien à mon héritage de le battre. Je reste le GOAT quoi qu'il arrive. C'est omnubilé par ça, même dans sa communication. Il n'y a qu'à ça qu'il le sait. Parce qu'il le sait et que l'UFC le sait. Que les arguments des personnes qui parlent d'Aspinal et que Aspinal est champion intérimaire, que c'est lui le numéro 1 de la catégorie actuelle et pour beaucoup le meilleur poids lourd actuel, c'est que des arguments valides. Donc quand tu parles que de ça et que tu essayes de contrer ces arguments-là, quand tu vas
être que focus sur ce débat-là, c'est que tu sais que ces gens-là ont des arguments valides. Parce que là, tu as une semaine de ton combat, même pas, tu parlerais pas de ça. Hein. Tu parlerais que de Miocic, justement. Le but, là, en fait, c'est de reparler de Miocic, de le remettre en avant et d'essayer de faire comprendre aux gens que si tu bats ce mec-là, c'est un truc de fou. Mais c'est pas ce qu'ils sont, c'est pas ce qu'ils font. Parce que tu te rends compte qu'en fait, on s'en fout, on va être clair, et que c'est la seule truc qui intéresse les fans sur lequel ils lui répondent, c'est ça, c'est Duck et Aspinall. Ouais. Et Aspinall, il sait une chose en fait, Jones. Je dirais jamais que John Jones a peur. Moi, ça, c'est des bêtises. Les gens qui vous disent ça, John Jones, c'est un tueur, c'est un mec qui rentre dans la cage pour gagner sa vie depuis des années et des années. Il a peur de personne. Par contre, il sait que c'est la plus grande menace pour son bilan. Tu sais, il y a tout ce truc-là en plus en ce moment. L'UFC, le président de la commission de Californie Athletic, qui disent il faut qu'on lui enlève sa défaite pour les coups de pouce 6 parce que maintenant que les coups 6 sont autorisés. Ce qui est n'importe quoi parce que sinon, il faut qu'on revoie tous les palmarès de l'histoire de l'UFC. Parce qu'il faut tout rechanger. Il y avait une règle, il a été contre la règle ce jour-là. On fait quoi pour Nick Diaz qui a été suspendu pendant 3 ans pour cannabis? On fait quoi pour les mecs qui étaient en montée, qui auraient pu faire un 12-6 et qui l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire? Là, on le fait pour tout alors. Tu dois tout rechanger la décision. Mais tu vois, tu sens qu'il veut polir son bilan au maximum. Ouais, mais et qu'il sait qu'Aspinall est le plus grand risque pour son bilan. Et en fait, il suffit d'écouter John Jones pour le savoir. Je t'ai noté une phrase qu'il a dit il y a quelques jours, une nouvelle fois sur les réseaux sociaux. C'était il y a quelques jours là. C'était pas dans la nuit l'année dernière où il a répondu à des trucs. C'était un message tout simple qu'il a fait lui-même. Je te cite, Baba. À ce point de ma carrière, chaque décision a un but. Rien ne se base sur la hype ou les opinions extérieures. Tout est au sujet de bâtir mon héritage, ma legacy, un pas à la fois. Je suis là pour faire ce qui est bon pour ma carrière et mon héritage, en complet contrôle de moi-même. L'histoire se déroule exactement comme je l'avais imaginé. Il a tout dit, Baba. Si je prends pas Aspinall, c'est parce que le seul truc qui compte, c'est mon héritage et c'est le legacy. Mais tu vois, quand il dit ça, moi je dis, ouais, il a raison. Enfin, il a raison. Mais si, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Il est dans. J'ai rien à te dire, moi. Non. Si tu me dis ça, j'ai rien à lui dire. Mais on comprend le sous-entendu. Parce qu'il a gagné le droit de le faire. Tu vois, t'as gagné le droit de le faire. T'es la superstar du MMA. T'as été le champion le plus dominant, probablement, de l'histoire de ce sport. Avec Fedor et Emelianenko. Il n'y a aucun problème. Tu veux faire ça? Bah, fais-le, en fait. Ce discours-là, moi, je l'entends sans aucun problème. Il y en a d'autres qui l'entendent pas, et je peux comprendre. Mais 100 fois. Moi, je l'entends dans ce cas-là. Je préfère que, tu vois, que tout le monde, d'ailleurs, à propos de Jones, tienne ce discours-là, et qu'on dise, écoute, aujourd'hui, à un moment de sa carrière, il lui reste 1, 2, peut-être 3 combats s'il a envie de rester, probablement 2, celui-là et un autre qui sera probablement Powhatan. Et moi, je suis personne pour lui dire tu devrais clairement. Fais ce que tu veux. On donne pas de leçon. T'as raison. Comme ça, Aspinall, lui, peut se battre pour sa ceinture. C'est le champion reconnu, etc. Mais après, et c'est que des effets de parole, et c'est pour ça que j'essaye de pas y accorder trop d'attention. Mais voilà, rabaisser Thomas Aspinall, etc., les autres champions, pour expliquer le fait que tu vas pas le prendre, c'est pas le bon chemin, en fait. Explique simplement que, moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Les seuls combats qui m'intéressent, c'est Miocic parce que j'en ai rêvé, et Powhatan parce que c'est la plus grande star aujourd'hui. Ouais. Et ça, voilà. 100 fois, t'as 100 fois raison, je l'entends. Fais ce que tu veux, tu l'as mérité pour tout ce que t'as fait dans la cage et pour tes accomplissements. Mais en fait, c'est ce qu'on dit depuis des mois ici, Baba. Lâche la ceinture, tout simplement. Après, elle te sert plus à rien. Ouais. Aspinall, il faut être reconnu comme le champion des poids lourds parce que c'est lui le champion actif des poids lourds et celui qui relève les défis de la KT. Donc c'est ça, tout simplement. Et je finirai ce thème-là et on entame notre discussion GOAT, ce qui nous intéresse, Baba. Le communiqué de l'UFC, quand ils ont retiré le titre featherweight, moins de 66 kilos, à Germaine de Randami, qui était la première championne lointain, mais c'est la première championne, donc avant Cyborg de cette catégorie-là, parce que Cyborg galérait un peu pour faire le poids à cette époque-là. Je te cite 2 points, ouvrez les guillemets, ça va te faire sourire, Baba. C'est le communiqué de l'UFC. L'UFC maintient que tout champion en titre doit accepter les combats contre les principaux challengers de sa catégorie pour maintenir l'intégrité de ce sport. Ouais. Elle est belle quand même. C'est quand ça les arrange. On fait rentrer le mot intégrité quand ça les arrange, carrément. C'est quand ça les arrange. Et c'est quand ça les arrange, c'est un business. Alors d'ailleurs, parce que et pourtant j'ai pas beaucoup parlé cette semaine. J'essaie de garder le plus possible mes propos pour aujourd'hui. Mais bon, on est quand même venu m'expliquer 5 ou 6 fois que l'UFC c'était un business. Et que il faut pas prêter attention au trash talk, etc. Oui, merci. Ça fait quand même un certain temps maintenant que je suis dans le sport. Je le sais. Merci beaucoup de m'expliquer. Je sais que c'est un business. Et justement, moi, ce que je revendique, c'est le fait de dire que l'UFC ait le droit de dire je fais ce que je veux, c'est mon business privé. Faites ce que vous voulez, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est juste que une grosse partie de pourquoi je fais cette émission-là, de façon hebdomadaire, et qui me fait kiffer, c'est le côté, et sans aucune prétention,
qu'on puisse, entre guillemets, parce que c'est un mot qui est très connoté, qui est très puissant, mais j'ai pas d'arrogance là-dedans, qu'on puisse éduquer le plus possible de personnes par rapport à ce sport qui est quand même très jeune en France, qu'on ramène beaucoup, il y a beaucoup de gens qui rentrent massivement dans ce sport, on essaie le plus possible d'apporter des éléments de contexte aux gens, c'est ça que j'aime bien faire en fait. Et c'est pour ça que de dire aux gens, attention, quand vous parlez de mérite, malheureusement, c'est un business. C'est ça. On l'a suffisamment expliqué avec Manon, par exemple. Elle est dans une position indiscutable de numéro 1. D'ailleurs, j'ai envie de dire que en dehors de Thomas Spinal, le seul autre combattant actuel de tout le roster de l'UFC qui est dans une position indiscutable de numéro 1, c'est Manon. Il n'y a que Thomas Spinal et Manon Fiorot aujourd'hui. Et t'as vu même Manon, et on sait qu'elle n'aime pas le trash talk, elle est obligée d'aller la chercher parce que si elle le fait pas, et ils ont commencé à parler de Rose dans Majunage, alors qu'elle vient de perdre, mais ils ont commencé à parler, tu vois, elle est obligée. Ariel, quand il interviewe Valentina, il parle de Wiley Zhang, Champ. T'as vu, ils mettent une petite musique et ils ont bien réagi. Je dois dire à Manon et Aldric, vous avez eu raison de réagir. Il n'y a pas le choix en fait, parce que c'est tellement un business qu'aujourd'hui, t'es obligé malheureusement de dire, oubliez pas que je suis là en fait. Pour te dire, je vais faire aujourd'hui même une interview avec Manon, et je sais que c'est 100% Manon qui a décidé de prendre la parole et de dire il va falloir que je fasse bouger les choses. Parce que c'est un business, et que t'as pas le choix, et donc c'est pour ça que... voilà, t'as raison en fait. Moi, c'est ce principe-là. Les défenseurs de ça et de ces genres de choses pour Jones, pas de souci. Mais ne revenez surtout pas me dire après, faut plus pas tard, parler de sport. Voilà, pour votre combattant favori. Voilà. Mais lui, il mériterait le title shot. Si vous décidez que c'est que du business, et je l'entends, parce qu'on sait très bien de quel sport on parle, Baba, venez plus nous parler du mérite sportif de quelqu'un. C'est 100% du business. Donc si un jour, un Nassourdine Imavov a pas son title shot, alors qu'il a 8 victoires contre des top 10, parce qu'il préfère un Chimaev ou machin, venez pas vous plaindre. Parce qu'on va être confronté à ces situations-là. On va être confronté à ces situations-là, et ce que je voudrais, c'est que tout le monde comprenne ça tout le temps, 365 jours de l'année. Bon, on lance le débat, Baba. Ouais. Alors sur ma fiche, sur mon conducteur, il y a marqué pourquoi Jones n'est pas le GOAT. On va pas faire du faux suspense à nos auditeurs. Si vous êtes fidèles du Fighter Club, vous savez que c'est pas le GOAT pour nous, et on va vous l'expliquer pourquoi. Mais on vous laisse mettre dans la position inverse, Baba, parce qu'elle est importante aussi. Et on va commencer par pourquoi il peut être le GOAT. Pourquoi John Jones, clairement, il a des arguments qui nous feraient dire c'est peut-être le plus grand de tous les temps. Baba. La première réponse qui est la plus simple, c'est que c'est très probablement, avec 2 autres combattants auxquels je pense, 3 même, mais je pense honnêtement que c'est le meilleur combattant de MMA que j'ai pu voir. Dans le terme combattant complet de MMA. Combattant de MMA, là on parle que du skill set, que des talents, des armes à sa disposition, de ce qu'il était capable de développer, et encore pire, et comme on le dit tout le temps avec Lucas Bourdon, il aurait pu être tellement plus fort en plus debout, ce qui est un truc de fou de dire ça. C'est ça, moi le seul petit bémol sur son skill set que je mets, c'est sa boxe anglaise. Et il aurait pu être encore plus fort que ça, et pourtant, il était incroyablement fort. À son prime, c'était même terrifiant. L'utilisation des coudes. Le Jones qui a 24-25 ans, c'est le meilleur combattant que j'ai vu dans le MMA. Il te faisait regarder des combats. Au moment de la conquête de titres et les deux premières années, c'est chaud de trouver plus fort. C'est compliqué. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le combattant moderne par excellence. C'est ce que, quand il y a eu une idée du MMA, c'est ce que les gars ont imaginé. Ça s'est matérialisé. Donc il fallait être là pour le comprendre. Il fallait être là pour le vivre à l'époque et de le voir aligner comme ça les prestations et éteindre des combattants tous plus forts les uns que les autres, même si certains n'étaient plus dans leur prime, etc. On va y revenir aussi. Mais bon, voilà. Des combattants dangereux. Il les a tués. C'est une image très célèbre. Mais la guillotine, quand tu l'as vécu en live, la guillotine debout sur Machida. Je pense qu'on est tous... Baba, on se connaissait pas à cette époque-là, mais je pense qu'on a tous eu les mêmes réactions devant notre écran. T'es terrifié. Tu dis, mais qui peut taper ce mec-là ? Je veux dire, il est terrifiant. C'est le mot. Incroyable. C'est incroyable. On a un Vitor Belfort qui arrive chargé comme un cheval de course. TRT Belfort. Qui l'attrape dans une clé de bras où tout le monde tape normalement. Il tape pas. Lui-même, il dit que son coude il est quasiment sorti, puis derrière il le soumet. Tu le vois. Franchement, ce qu'il a fait dans son run, c'était absolument terrifiant. Non. C'est tout simplement j'ai même pas, il y a plein d'autres arguments qui pourraient valider cette théorie, mais voilà, tout le monde est le consensus, les combattants, les fans, les coachs, les managers, les promoteurs, tous ceux qui étaient là à l'époque, qui ont vraiment été témoins de son règne, peuvent te dire c'est le meilleur combattant qu'on a eu. Énormément, on en a croisé, on a discuté avec des gens de différentes générations pour qui c'est le GOAT, et on peut les comprendre. Des chiffres aussi qui défendent ça, 11 défenses de titre, bien sûr, 8 consécutifs chez les moins de 93. Son premier règne, c'est 1501 jours. En tout, il a 2715 jours de règne cumulé sur tous ses règnes de champion à l'UFC. Il n'y a que Amanda Nunes qui a fait plus en règne cumulé. Bon,
Le petit bémol, c'est qu'il y en a 623 sans combattre chez les lourds sur les 2715. 15 victoires dans des combats pour un titre, record à l'UFC. 16 combats pour un titre, record à l'UFC. 4h41 passées dans la cage dans des combats pour un titre, largement le plus gros timing passé. Plus longue série invaincue de l'histoire de l'UFC avec 19 combats de suite. Il y a, même dans les chiffres, il y a énormément d'arguments. J'ai pas mis, si t'as noté, j'ai pas mis le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Parce que c'est pas lui. Non, exactement. Merci Baba, tu sais où j'y viens. Je voulais le sortir absolument dans cette émission, je me la garde depuis des semaines. Puisque John Jones est champion à 23 ans et 242 jours. Ouais. Sauf que Monsieur José Aldo, qui arrive à l'UFC avec la ceinture du WEC, qui est racheté par l'UFC. Mais la ceinture est transformée en la ceinture UFC. Donc il y a une filiation, il y a une continuité entre ces deux ceintures. Aldo, il n'arrive pas, genre on lui donne une ceinture, c'est parce qu'il est champion du WEC qu'on transforme sa ceinture en l'UFC. Et ben la ceinture du WEC, il l'a pris à 23 ans et 70 jours, José Aldo. Ouais, donc si tu reprends cette filiation, c'est José Aldo, le plus jeune. C'est juste qu'ils ont pris la décision un peu plus tard dans l'année de transformer officiellement la ceinture en une ceinture UFC, de lui donner, etc. Exactement. Mais bon, en vrai, on regarde dessus. Mais tu vois, je trouve que c'est un chiffre très marrant pour comment on construit aussi un narratif. Bien sûr, finalement. Et ça reste un histoire. Si l'UFC avait voulu pousser Aldo comme GOAT, t'inquiète pas qu'ils auraient qu'ils auraient fait l'affiliation et qu'ils t'auraient dit c'est lui le plus jeune de l'histoire. Et puis de toute façon, encore une fois, tu peux à certains moments donnés, moi je serais pas surpris, ne soyez pas surpris dans un an. Si vous voyez Dana White complètement changer de ton sur John Jones et lui, pardonnez-moi l'expression, mais lui chier sur la tête à chaque opportunité, ça va arriver. Il a déjà changé de ton. Donc il a déjà fait plusieurs fois avec lui et ça va arriver. Mais ouais, c'est vrai que le narratif il est assez intéressant. Maintenant, ceci dit, et bon, c'est pas ici qu'on va prouver à quel point on est fan de José Aldo. Depuis tard, j'essaie de me calmer et j'essaie de rester très tranquille là-dessus. Mais ceci dit, voilà, quand Jones il arrive à 23 piges dans un océan de monstres, mais vraiment une catégorie à l'époque où il n'y a que des monstres qui arrivent du Pride, entre autres. Et à 23 piges, faire ce qu'il fait, moi, c'est quand même resté dans ma mémoire. Très clairement. C'est monstrueux. Et là, on parle que de sport. L'extra-sportif, on va le faire rentrer dans la dernière partie de ce débat-là. Pour l'instant, qu'on soit clair, on parle uniquement de sport. Le sommet de John Jones, c'est 24-25, comme tu dis, là, quand il est terrifiant à ce point-là. On va se répéter un peu, mais c'est le plus fort que tu aies jamais vu. À l'instant T, tu vois, sur un moment... Tu te dis, je suis obligé de dire c'est quand même le mec le plus. Voilà. Le plus waouh, tu vois, l'effet waouh. Ah, c'est dur, il y a eu Fedor qui a fait un effet incroyable. Il y en a peut-être d'autres, tu vois, mais il est dans ce groupe. En fait, il est dans cet aéroport. C'est quand je me dis le truc que Dana White il dit tout le temps. Là. Tu t'enfermes quelqu'un dans une pièce et tu vois c'est qui ressort. Quand je me pose cette question-là, depuis que je regarde le MMA, et même des combats que j'ai rattrapés avant, parce que moi j'ai eu la chance de rattraper ceux du Pancras, etc. Donc j'ai quand même une grosse vision, une vision assez large du MMA. Ouais, je pense que tu enfermes Fedor et Jones, c'est là que tu sais qui va ressortir. Parce que oui, José Aldo, c'est mon gars, je pense que c'est le plus grand combattant à mes yeux. Mais skills pour skills, Jones est mieux armé, tu vois. Je crois que c'est la vérité. Jones est mieux armé que ça, donc ouais, c'est compliqué, mais en tout cas, dans son prime, il est tout au-dessus. Il est dans. Vous pouvez en trouver un ou deux autres, comme tu disais. Voilà, mais c'est pas important. T'es dans l'aéropage. Tu sais que nous, souvent, on l'a dit, et j'aime bien ta vision là-dessus, Baba, où tu dis, nous, on n'a pas de classement vraiment GOAT. On a un groupe de mecs qui méritent d'être les plus grands de tous les temps et l'élite de ce que ce sport a créé. C'est ça, de tailleur, de groupe de combattants. Est-ce que t'es dans le top 5 ? Les tier list, un peu comme vous voyez. Voilà, etc. On a fait les arguments pour, et on pourrait en avoir d'autres. La série, enfin voilà, la série quand même, Rua, Jackson, Machida, Evans, Belfort, Sonnen, Gustafsson d'ici, c'est quand même, t'auras rarement série avec d'aussi grands noms. C'est superbe. Mais on va à la fois utiliser cet argument dans les arguments contre, vous allez voir tout à l'heure. Mais tu vois, il y a des arguments, ils sont à la fois pour, à la fois contre, des fois, selon comment tu les regardes. Et puis même aussi, pour juste être complet sur le positif, sur l'extra sportif, c'était quand même quelque chose aussi, au point d'avoir un deal avec Nike. Il y avait que lui, Anderson Silva à l'époque, et un peu plus tard Cigano, Junior Dos Santos. Enfin, il y avait 3 deals Nike, quoi, tu vois. Il y avait 3 deals Nike, et lui, il était poussé au point d'être dans les pubs de football, avec Cristiano Ronaldo et compagnie, et Anderson Silva. Enfin voilà, faut comprendre que il était rentré vraiment dans la culture sportive américaine. J'ai souvenir d'un sujet, alors c'est les grandes phrases qu'on dit tout le temps, les comparaisons de journalisme, mais d'un sujet d'ESPN qu'il appelle le Michael Jordan du MMA. Je veux dire, quand ESPN, le plus grand média de sport américain, t'appelle le Michael Jordan du MMA, c'est quand même que t'as fait des trucs qui méritent qu'on porte l'œil sur toi. C'est super important ce que tu dis, c'est mon grand frère
Omar Dia, à qui je passe un grand bonjour, et à Samir par la même occasion, hein, notre duo légendaire du podcast Slogan. Gros clin d'œil à eux. Et c'est Omar qui le disait tout le temps, ESPN c'est le gold standard. Si eux, ils te mettent dans une certaine position et qu'ils parlent de toi, et que tu passes dans le Sport Center, etc., dans certaines émissions mainstream, voilà. Et c'était à ce point-là que Jones était big à l'époque. Michael Jordan du MMA, voilà. Ça dit ce que ça veut dire quand on connaît le basket et qu'on aime le basket. C'est quoi les arguments contre maintenant ? Parce qu'on nous attend là-dessus. J'ai laissé traîner le truc, le teasing. Qu'est-ce qui fait que toi, comme moi, on le met pas tout en haut, John Jones, et on reste pour l'instant, je continue de le dire, on reste que dans le sportif. On va même pas encore dans l'extra sportif. Alors déjà dans le sportif, concrètement, il y a une très belle série de victoires, comme tu l'as dit. Et encore une fois, c'était Jones, sa grandeur, c'est dans le fait d'avoir surpassé ses adversaires à ce point-là. Et d'avoir montré un talent qui fait que, voilà, tu te dis que même à l'époque, il y avait eu un champion plus fort que ce qu'il y avait, il aurait probablement battu. Le truc, c'est que, et ça c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est le cas à toutes les époques, le plus gros talent, la plus belle homogénéité de talent, elle se trouve plus bas dans les catégories de poids. Ça fait que, si tu compares par exemple, José Aldo, il a des victoires sur des mecs qui sont plus forts que ce que John Jones a fait. C'est la même chose pour une bonne partie de la carrière de GSP. Je vais dire, j'ai noté sur mon conduc, je sais qu'on sera d'accord là-dessus. Et il faut que vous nous compreniez, auditeurs, pour le coup, au-dessus de 170 pounds, au-dessus de 77 kilos, pour moi, c'est un autre sport. C'est très différent. C'est un autre sport. Techniquement, c'est-à-dire que c'est plus puissant, ça peut éteindre la lumière à tout moment parce qu'il y a de la patate très forte. Techniquement, dans les skills, on va dire, les qualités de combattant et le côté complet, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est pour ça que c'est compliqué. Ce qu'ont pu produire ses concurrents directs à l'UFC, qui vont être José Aldo et Georges Saint-Pierre, en l'occurrence, ils ont eu des victoires contre des adversaires qui sont a priori, mais en plus aussi factuellement, plus forts que beaucoup d'adversaires que Jones a battus. Attention, hein, vous allez me dire que dans les adversaires de Jones, t'as du Shogun, etc. Maintenant, on en revient, mais tu sais que c'est hyper important. C'est quand il les a battus, ces gars-là. Déjà quand il les a battus. Je vais retourner là-dessus parce qu'il y en a plein qui sont pas dans leur prime. Roua, on peut commencer par là. Rampage Jackson, c'est plus un peu avant le Prime, c'est un peu plus bas le Prime. Des exemples qu'on donne. Bon, il tape aussi un Belfort complètement chargé, mais bon, il y a aussi des points positifs, bien sûr. Mais ces noms, tous ces noms qui sont des grands noms en fait, des noms que les gens connaissent. Mais je trouve que si on les place aussi haut aussi, par rapport à la série de Jones, c'est parce que c'était un MMA très neuf. Je ne sais pas si tu vas suivre ce que je vais dire. C'est qu'en fait, c'était les noms les plus connus de l'époque. Mais à l'époque, le MMA est très très jeune. Il vient de l'UFC, a été sauvé, on rappelle, par le TUF vers 2005-2006. Jones, c'est 2010-2011 qu'il arrive pour régner. Donc t'es que 5-6 ans après que ça recommence à marcher, à avoir un peu de public qui suit ça. Et en fait, comme c'est tout jeune comme sport, les gens, ils s'intéressent à quoi ? Aux catégories hautes, comme dans la boxe, aux mecs, tu vois, qui nous impressionnent, les poids lourds, les mi-lourds, ce genre de choses. T'as même pas encore toutes les catégories légères à l'UFC. Ça vient après. Tu vois, l'intégration du WEC, des mecs comme Aldo. Donc pour cette époque-là, les stars, c'est ces mecs-là. C'est les mecs qui sont chez les poids lourds ou les moins de 93. Donc forcément, quand t'as été fan à cette époque-là, tu t'es dit, putain, il tapait toutes les stars de l'époque, Jones. Il a tapé tous les grands noms. Non. Pour moi, c'est aussi symptomatique d'un sport qui était très jeune et où on connaissait pas tous les mecs des petites catégories. On les regardait pas, en fait. C'est exactement ça. Il a écrit une grosse partie de sa légende à un moment où il était un peu tout seul pour le faire. Il y avait GSP, qui a un règne contemporain. Mais voilà, ces deux-là très au-dessus de la mêlée. Et comme il y avait des noms très reconnaissables, parce que pendant un bon bout de temps, que ce soit au Pride ou à l'UFC, tout le monde regardait les 93 kilos. Parce que c'était Wanderlei Silva, Dan Anderson, que c'était tous les mecs qui sont arrivés, Vitor Belfort, qui sont tous arrivés à l'UFC derrière, parce que le Pride a été racheté par l'UFC, justement. Ça fait que c'était un peu les catégories stars. C'était la catégorie star, tout le monde regardait et tout le monde avait ses héros. Moi, j'étais hyper fan de Shogun, par exemple. Donc, quand il arrive à l'UFC, je suis super. Moi, il faut comprendre qu'à l'époque. Simon est très fan, il nous le citait plein de fois ici. Et ce que je dis toujours, c'est que je regardais pas l'UFC. Avant qu'il rachète le Pride, je connaissais, je savais ce qui s'y passait, parce que ça y est, j'étais rentré dans mon ère où je regardais tout, je comprenais tout. Mais tu vois, l'UFC, je lisais le résultat.
parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Par contre, le Pride, j'étais devant en live. Donc quand l'UFC rachète le Pride, je suis Crocop, Shogun, tous les mecs, ils arrivent à l'UFC. Moi aussi, je suis obligé de faire ce chemin. Je suis obligé d'arriver et de regarder aussi maintenant tous les combats de l'UFC. Où est-ce qu'ils sont maintenant, ouais. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je suis obligé de le regarder de façon beaucoup plus régulière. Et je pense que même au-delà de ce que je disais là sur les petites catégories moins connues à l'époque et qui n'étaient même pas pour certaines à l'UFC, je trouve que c'est global. Hein. Ouais. En boxe, même tu vois à l'époque en pied-point au K1 qui avait que les lourds. Ouais. C'était une époque où les petits, on les regardait beaucoup moins. Ça a été compliqué, tu vois. Le K1, ils ont dû créer le C'est récent, en fait, que les petites catégories plaisent à beaucoup de gens dans les sports de combat. Je sais pas si tu vois. Bien sûr, et les plus petites, hein, parce que même au K1, ils ont mis beaucoup de temps. Il a fallu attendre 2003 pour qu'ils créent la catégorie des 70 kilos, qui a immédiatement eu un succès incroyable. Bon, déjà parce qu'ils ont eu un japonais qui a été champion assez rapidement, mais en plus parce que les gens se sont rendus compte que c'est cool les poids lourds. Mais à 70 kilos, ça va vite, ça va fort, c'est explosif, c'est spectaculaire, etc. Mais il a fallu du temps, tu vois, pour intégrer ça un peu aux fans. C'est comme ça, bien sûr, c'est bien sûr. Et dans l'imaginaire collectif, les poids lourds, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la catégorie reine. Les catégories poids lourds, ce sont les catégories reines, et c'est comme ça. Ce débat du GOAT, il est compliqué parce que ça dépend ce que ça représente, en fait. Greatest of all time, le plus grand de tous les temps, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce qu'on parle que de sportivement, ce que tu vas aller dans la cage ? Parce que si tu parles de tout, si tu prends tout compris, le plus grand, ce qu'il a apporté à son sport, comment il a fait reconnaître son sport, il n'y a même pas de débat, c'est Conor, en fait. Ouais. Tu vois, sur l'apport que tu as à ton sport, le côté super des gens. Voilà, exactement, selon les critères, machin. Si tu prends que le sportif, ça va être très différent. Et nous, on va aller chercher d'autres personnes, comme on a dit, des José Aldo, des Georges Saint-Pierre. En sportif, par exemple, le bilan des adversaires de Jones, c'est marrant, ils sont à 28 combats avec JSP, tous les deux, en carrière. Ils ont 28 combats de MMA. Okay. Les adversaires de Jones, ils étaient à 417, 171. Les adversaires de JSP, 494, 71. Ouais. Déjà, rien qu'avec ça, tu vois quand même qu'il y a un niveau d'opposition, en tout cas sur les bilans, qui était supérieur chez un JSP. Mais ça, c'est du jugement de l'œil, Baba. Ouais. Mais les mecs qui ont affronté Aldo, les mecs qui ont affronté JSP, c'est supérieur aux gens qui ont affronté. C'est des meilleurs combattants que les gens qui ont affronté John Jones. Le potentiel de menace du titre sur Aldo, c'était le plus grand des trois gars dont on parle. Que ce soit JSP, Jones, et tu prends Aldo aussi. Aldo, il était sur le trône d'une catégorie de tueur à gages. Et on le voit encore aujourd'hui, quand la ceinture elle change de main, c'est parce qu'il y a un mec encore pire qui arrive. Ouais, on vient de le voir encore, tu vois. Et ça, c'est comme ça depuis 20 ans. L'enchaînement Braun-Faber quand il prend la ceinture, t'avais des Mendes, des Edgar. Ça a toujours été comme ça. C'est très marrant parce que c'est moins. Tu regardes la liste de cette série de 10 ans de Aldo, tu vas chez parler à un fan grand public, un peu plus moins suiveur du MMA, il n'y a pas photo. Il regarde les deux séries, il dit mais John Jones c'est largement bien sûr. Parce qu'il Par contre, si tu as été fan de MMA, que tu as vu tous les combats, tu as un peu la capacité à juger la qualité des combattants. Aldo, les gars. Parce que Aldo, les gars, tu connais pas Cub Swanson. Ce qu'il a fait avec Cub Swanson à l'époque, alors que Swanson il arrive, c'est un truc de fou. Mais bon, ceci dit, on est là pour Jones, mais c'est important dans cette comparaison là. Et c'est vrai que ça peut souffrir de certaines comparaisons sur le niveau de certains combattants. Non, et j'entends par exemple aussi l'utilisation. Il a jamais perdu. Bon, il a cette disqualification pour les coups de 12-6. Et comme je dis, c'était la règle. Il a été contre la règle. C'est normal qu'il soit disqualifié. Mais c'est vrai qu'il dominait ce combat-là. Il a jamais été battu dans la cage. Il a jamais été dominé dans la cage, John Jones. JSP a perdu 2 fois. Bon, il a vengé les deux défaites, ce qui est quand même important aussi. Aldo a perdu beaucoup de fois. Il a perdu en 13 secondes contre McGregor. Aldo, il a été mis KO en 13 secondes. Je lui en voudrais beaucoup toujours parce que ça l'enlève de beaucoup de discussions pour le GOAT. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par contre, tu me diras si t'es d'accord, Baba. Un John Jones n'a jamais, pour moi, affronté un mec comme McGregor. Non. C'est-à-dire, ils sont différents. C'est forcé qu'il n'ait pas affronté le même mec. Mais tu vois, là, le McGregor de cette époque-là, en capacité de striking et de contre, en capacité même à te rentrer dans la tête, ce qui fait qu'Aldo se jette sur lui en 10 secondes. Tout le package, j'ai pas l'impression qu'il ait affronté ça. Non, c'était compliqué parce que Gustafsson, la vérité, c'est que personne l'attendait. On savait qu'il était bon, très bon. On l'a vu monter petit à petit, etc. C'est marrant d'ailleurs parce que dans son ascension, on lui donne aussi Vladimir Matuchenko, qui était à peu près le gatekeeper à l'époque, ce qui dit beaucoup de la catégorie à l'époque, je suis désolé. Mais on lui donne aussi dans son ascension, il bat Cyril Diabaté, il bat des mecs forts, Gustafsson, pour arriver jusqu'à Jones. Et derrière, il fait une prestation où il surprend tout le monde. Et c'est bien pour ça que ce combat est resté gravé dans les mémoires. Ça et le fait que beaucoup pensent que Gustafsson a gagné. Mais c'est vrai que voilà.
ça manque. Quand tu regardes, il a pas eu un adversaire comme lui. GSP, il a écarté des adversaires. Faut comprendre que quand il bat Nick Diaz, il est revenu au top de sa forme. Il est revenu au top. C'est pas n'importe quel Nick Diaz dont on parle aujourd'hui là. Tout le monde a peur de lui et Condit, qui est un combattant spectaculaire et agressif, il passe 5 rounds à courir parce qu'il veut pas affronter Nick Diaz, il veut pas rester face à lui en fait. Et c'est assez, et derrière GSP il bat un Condit qui s'est retrouvé et qui est passé un cheveu de lui arracher la ceinture. En vrai, quand je préparais l'émission, Baba, je me dis, tu sais que moi je place Aldo aussi tout en haut parce qu'il y a le cœur qui parle. JSP, il a la tête du GOAT. Sans déconner, quand tu prends tous les chiffres, tous les trucs, les séries de victoires, avoir vengé ces 2 défaites, de la façon dont il les venge, il a une tête de GOAT. Mais moi, je vais te dire un truc. Et l'attitude en dehors pour cerise sur le gâteau. Non, mais je vais te dire un truc qui est bien par rapport à ce que tu me dis là, tu vois, et qui est important pour moi dans cette discussion du GOAT, et parce qu'on parle depuis 10 minutes de ça là, probablement, mais à aucun moment, moi, je t'ai dit que Jones n'était ou n'était pas le GOAT. Non, et que moi, j'ai dit qu'à mon sens, à moi, Baba, Aldo, c'est le plus grand. C'est ça, c'est perso, c'est subjectif et c'est totalement. En fait, c'est pour ça que ces discussions de GOAT, pour moi, elles n'ont pas vraiment de sens, parce que déjà, premièrement, c'est un sport qui n'a que 30 ans. Ouais. On a un sport qui a 200 ans, on n'arrive toujours pas à avoir un consensus sur le GOAT. Bonjour la boxe. Il y a quelqu'un qui va te dire que c'est Ali, quelqu'un va te dire que c'est lui, etc. Il n'y a pas de consensus. C'est la même chose. J'en ai même qui me disent Mayweather. Voilà. Non, mais grand bien leur face en plus. En 30 ans, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est un sport qui est beaucoup trop jeune pour ça. Et puis en plus, la discussion du GOAT, elle prend trop d'éléments personnels. C'est une discussion qui est beaucoup trop personnelle, tout simplement. C'est ça que je te répète à chaque fois. C'est le cœur qui parle aussi avec Aldo. Et c'est pour ça que je me bats pas. On a eu une discussion super avec le média Le Parcours, toi et moi. Et je passe un grand bonjour d'ailleurs. C'était super intéressant. On a discuté 10 minutes, mais c'était super intéressant parce c'était le fan qui parlait, tu vois, qui plaidait la cause de Jones. Et à un moment de la discussion, tu lui dis, mais en fait, tous tes arguments, ils sont valides parce que le fan que tu es, il a raison de m'avancer ces arguments-là. Si pour toi, c'est le GOAT et que ça te permet de faire ce que tu fais aujourd'hui, en l'occurrence de proposer du contenu, etc., sur les MMA, en fait, c'est très bien, c'est super. Je suis d'accord. Et ils ont raison, autant qu'on a raison. Et moi, le seul point, et ça, je ne lâcherai pas sur ce point-là, l'opposition est meilleure dans les plus petites catégories. Bien sûr, l'opposition est meilleure que dans les hautes catégories. Ça, c'est un fait. C'est un fait en MMA, les gars. C'est factuel. Maintenant, quand tu veux le mettre dans la discussion du GOAT, si tu veux savoir si c'est ton numéro 1 ou pas, c'est à toi de mettre, c'est à toi de placer le curseur où tu veux le placer. Et justement, ça nous met la dernière question de ce débat-là. Moi, un point aussi qui, je trouve, ternit un peu son héritage global, c'est post-Daniel Cormier 2. Oui. Ses choix d'adversaires, toujours dans la protection de son bilan, ce qu'on vient de dire un peu, quand on a débattu sur Aspinall ou Miocic, quel combat choisir. Plus très fun à voir combattre. Vraiment très dans la protection, même dans la cage, tu vois, dans le j'en fais le minimum pour gagner. Beaucoup le voient perdre contre Reyes. Il a perdu ce combat contre Reyes. Perdu un combat et voire 2. Tu vois, ne pas monter en lourd à ce moment-là, post Daniel Cormier 2, alors que tu as déjà tout fait en moins de 93, il n'y a plus rien à faire, tu le sais. Mais tu sens qu'au-dessus, il y a quand même des mecs qui sont difficiles à prendre à ce moment-là. Je trouve que ça ternit un peu l'héritage, tout ça. Et ce dernier point, l'extra sportif, Baba. À quel point ça rentre ? Les contrôles positifs. J'ai toujours dit, moi, Lance Armstrong pourrait pas être le GOAT du cyclisme. Tout simplement. Tu vois, dans d'autres sports, on se poserait pas la question. Un mec qui a eu 2 contrôles positifs, même si Armstrong c'était beaucoup plus organisé que le dopage que l'a fait un John Jones. Je fais pas une comparaison directe. Mais tu vois, tu pourrais plus le mettre dans la discussion. C'est pas possible parce qu'il a été contre l'éthique du sport, la morale du sport. Avec lui, on rajoute les violences conjugales. Le hit and run, quand il rentre dans la voiture d'une femme enceinte et qu'il s'en va en ramassant sa weed avant de partir, en revenant ramasser sa weed parce que c'est le plus important, ça joue. À quel point ça doit jouer dans une discussion comme ça, Baba West ? Et est-ce que ça joue pour toi ? Ça joue si... ça joue dès l'instant où tu commences toi-même à me parler de... Enfin, quand je dis tu, en général... Si tu viens avec moi pour discuter du GOAT, etc., et tu commences à me parler des choses qu'il a pu faire en dehors, dans ce cas-là, ça va rentrer en ligne de compte. Ça va rentrer en ligne de compte et je te dirais que ça peut pas être possible. Maintenant, parmi tout ce que tu m'as dit et l'avis personnel que j'ai sur ce qu'il a fait d'extra-sportif, sur ce que tu viens de citer, sur des choses que tu viens de citer, c'est même pas la peine que je débatte là-dessus. Non, mais on est d'accord. Voilà. Y en a un là-dedans qui est important pour sa legacy sportive, c'est le fait d'avoir été contrôlé positif. Le reste, je vais le mettre de côté. Le reste, et chacun fera que le reste, c'est l'être humain détestable ou non. Voilà, entre guillemets. Moi, je déteste ce qu'il a fait. À titre personnel, je déteste ce qu'il a fait. Et c'est une grande partie qui fait que je
Je suis pas intéressé par le gars. C'est par l'homme de l'artiste, me dit Max dans l'oreille. Ça aussi, c'est pareil. Le clin d'œil. Non, mais si, non, mais je vois ce que tu dis. C'est-à-dire que ça, c'est à part. C'est sur l'être humain. Le sportif, c'est les contrôles positifs. Maintenant, voilà. Moi, quand je prends tout le sportif, il s'est fait contrôler positif. Dès l'instant où tu te fais contrôler positif, ça t'élimine de la conversation. Il y a un des contrôles, en fait, où le taux où il était à l'époque n'est plus le taux aujourd'hui et où ça passerait aujourd'hui ce qu'il avait. Mais moi, je dis toujours, quand on me dit ça, à l'époque où il le fait, le taux, c'est celui-là. Donc, si tu es au-dessus de ce taux à cette époque-là, tu dois pas être au-dessus. Donc, tu es en dehors des règles de l'antidopage. Donc, c'est comme ça. La première, c'est que tu dois pas dépasser ce taux. La deuxième, c'est qu'il s'est pas fait contrôler positif pour de la marijuana. Non. Mais présence de métabolites de stéroïdes. Ouais. C'est des stéroïdes, c'est pas, tu vois, c'est pas juste j'ai fumé des joints et j'aurais pas dû, etc. Là, c'est quelque chose, performance enhancing drug. Par contre, c'est des points que j'ai vu passer parce que t'as des mecs. Et c'est Sean Strickland qui défendait l'inverse en disant c'est des dingueries. Je sais pas si t'as vu passer ça. J'ai pas vu. Des gens qui disaient en fait tout ce qu'il a fait là. Et les mecs mettaient la violence conjugale dedans, genre contrôle peu machin. Et ben ça rend l'aura de John Jones plus cool. Ça en fait genre un fighter un peu qui sort de l'ordinaire. Tu vois, le bad boy un peu. Ça en fait le bad boy et donc on l'aime plus. Ça, je peux pas accepter ce genre de truc. Impossible. Et c'est Sean Strickland, quand on connaît le personnage, qui venait sur les réseaux dire c'est vraiment une dinguerie comme les héros et les stars, on leur donne des passes. On leur donne la free card, tu vois, à avoir fait des trucs, et ça devient même positif. Tyson, hein. Bien sûr. Tyson, il a été quand même en prison pour viol. Non, mais Tyson, t'as des mecs, ça ne rentre même plus en compte, en fait. Tyson, quand tu lis son autobiographie à Tyson, c'est 400 pages où il admet des choses, des trucs de fou, où il admet des agressions sexuelles, etc. Donc il faut pouvoir se calmer. Tu sais, j'ai un regard très critique sur la carrière de Mohamed Ali, qui est un des plus grands sportifs de tous les temps, mais qui a fait certaines choses qui le rendent, à mon sens, détestable. Oui, tout à fait. Notamment les campagnes qu'il a orchestrées contre Frazier et contre Foreman, notamment. Et des choses aussi avec Malcolm X, mais bon. Il faut toujours prendre en compte tout ça quand tu veux discuter, de GOAT, de compagnie. Ouais, bien sûr. Maintenant, comme je t'ai dit, moi, là, sur tout ce qu'il a fait d'extra-sportif, si ça vous le rend cool, c'est que franchement, c'est que vous avez un problème avec votre compas moral, je vais le dire en toute franchise. Après, ça n'engage que moi. Si t'es pas content, tu peux m'envoyer un message. Je suis désolé, hein, mais moi, c'est sur mon compas moral, non, ça peut pas me le rendre cool. Je vais entendre que, et j'ai une théorie là-dessus, c'est que la plupart des plus grands sportifs de l'histoire, de tous les sports, c'était les pires. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. Ah, mais je pense que tu as besoin. Mayweather, allez voir qui est l'homme. Sugar et Robinson, j'ai lu ses autobiographies. Il a fait des trucs aussi derrière. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Michael Jordan, on l'a tous vu dans The Last Dance, et puis derrière, tous les mecs sont venus reparler derrière. Mais comment ça Maradona. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose là-dessus. Et si ça, je l'entends volontiers. Maintenant, encore une fois, moi, je reste là-dessus et je te dis simplement que sur mon échelle à moi, si vraiment tu me forces à avoir une discussion sur le GOAT, etc., je te dis que le fait d'être contrôlé positif, ça t'élimine. Moi aussi, on est d'accord. Donc, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire tous les débats sans ça et finir là-dessus pour apporter la touche finale qui, pour nous deux, je le sais, clôt le débat de toute façon dès le départ. La touche finale, c'est tout simplement de dire il aurait dû être le plus grand de tous les temps. Exactement. Et ben, c'est une très belle conclusion. Rendez-vous en tout cas samedi pour voir John Jones contre Stipe Miocic. Ça reste la ceinture des poids lourds de l'UFC qui va être en jeu. Ce sera au Madison Square Garden. On a aussi un Oliveira Chandler. C'est plutôt cool comme combat. C'est une belle revanche. C'est une belle revanche. On sait que c'est une guerre assurée avec les deux. Ça devrait être cool comme combat. Et moi, pour le coup, j'attends le retour de Bonical aussi, qu'on n'a plus vu depuis le 300 contre Paul Gregg. Donc c'est l'occasion de voir un peu s'il peut rentrer dans cette conversation du top 15 des moins de 84 kilos. Catégorie qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc si lui s'insère dans le débat, ça devient encore plus intéressant pour tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à débattre sur nous, sur les comptes sociaux d'RMC Sport, nos comptes à nous, Baba et moi, Alex. N'hésitez pas à ces discussions sur le GOAT, sur John Jones, tout ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non avec nous. On sera là pour vous répondre. C'est ça. On est là. On a essayé quand même. On a essayé de rendre justice aux on a dit du bien. On a dit du bien. Voilà. Donc maintenant, vous avez toute l'image. On pourra pas nous reprocher ou nous dire qu'on dit que du mal de John Jones. En tout cas, voilà. John Jones, Stipe Miocic, c'est ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1, bien entendu. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut mon Baba. Salut. Ciao. RMC Fighters Club.